RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, le maître Yodu, le meilleur coach de France à mes côtés comme d'habitude. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Comment ça va alors ? Ah bah écoute, ça roule, hein, comme un lundi quoi. J'ai hâte de débriefer, de savoir ce qui s'est passé parce que c'est pas simple. Hein. Comme un mec qui sort d'un week-end choc. On a hâte que tu nous racontes ça quoi. T'as fait un bon truc non, de mais barjot. C'est ça, donc j'ai envie qu'ils me racontent leurs histoires parce que moi j'en ai des choses à dire aussi. Ah bah excellent. On est à 26 jours du Schneider Electric Marathon de Paris le 13 avril prochain et la team est toujours là, vivante. Les survivants sont là, les visages sont fatigués. Là on attaque les semaines délicates, on les avait prévenus. Après le semi ça allait être très difficile. On va prendre des nouvelles, je vais faire l'appel tout de suite d'ailleurs. Les filles sont là avec moi en studio, Mariette et Lucie. Salut les filles. Salut, hello. Et il y a également Mathieu qui est là, notre infirmier. Salut Mathieu. Salut. Ça va ? Tout va bien ? Ouais, très bien. Bon. Réveillé, on salue. Mathieu ? De quoi ? T'es réveillé ? Très bien. Ah ouais. Bon. On salue également Hélène qui est à distance mais qui est avec nous. Salut Hélène. Bonjour à tous. Sois la bienvenue et on aura un invité en deuxième partie de podcast parce que c'est le thème qu'on va traiter aujourd'hui. On va raconter vos semaines comme à chaque fois. On donnera les conseils de Johan et le thème c'est le mental. Voilà, la préparation mentale, se conditionner pour réussir ce marathon de Paris, que ce soit dans l'entraînement ou même en pré-compétition jusque sur la ligne de départ. On vous donnera des conseils grâce à Pierre Gauthier qui est coach mental, ancien joueur de tennis de haut niveau qui nous rejoindra et qui pourra nous parler de tous ces sujets. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Allez, comme d'habitude, l'évaluation de votre semaine, on l'a dit, c'était beaucoup plus chargé que les semaines précédentes. Je veux donc une note sur 10 sur le plaisir, la difficulté et qu'est-ce que je mets d'habitude ? Plaisir, difficulté et la fatigue. Ouais, la fatigue c'est important, tu as raison. Mariette, vas-y, tu peux commencer alors ? Ouais, bonne semaine encore de mon côté. Ouais, c'était bien dense aussi. Donc, plaisir, moi, je m'amuse vraiment toujours. Je vais mettre un 9. Hein. C'est cool. C'est toujours top. Difficulté, là, ça a piqué un petit peu, notamment la sortie longue de 20 km hier. Mais ça reste OK, donc je mettrai 6. Et fatigue, ça monte un peu aussi, mais j'ai l'impression d'encaisser relativement bien pour l'instant, donc je mettrai 6 aussi. On est pas mal sur les notes là, Yodu. Là, c'est encourageant tout ça. Elle est bien. Elle suit sa ligne directrice progressivement. Tout va bien, tout roule. Écoute, tant mieux, hein, c'est parfait parce que là, on est un peu au cœur du réacteur. Là, on est dans la période vraiment délicate. Donc, effectivement, c'est cool si le plaisir, la fatigue est très légère et si le plaisir est là, c'est parfait. Hein. Là, c'est vraiment le moment où vous allez détester Johan Durand. Donc, ça va durer 15 jours. Vous ne pourrez plus blairer la mèche. Et puis après, ça reviendra. Rassurez-vous, il y aura l'affûtage. Vous serez frustré parce qu'il n'y aura plus de kilomètres et ça se passera mieux. Lucie, alors ? Tes notes sur 10, Lucie ? Moi, plaisir, je vais dire 7. C'était plutôt une bonne semaine. À la maison, en plus. Ouais, j'ai vu chez ça. mes parents, à la campagne. On a fait du dénivelé. Ouais. Difficulté 8 quand même, parce que là, ça commence à vraiment tirer les jambes. Ça y est. Ouais, les petites douleurs apparaissent. Donc, c'est la plus grosse semaine de ton histoire de coureuse, en termes de kilomètres ? J'ai un doute. Je crois que c'était à peu près similaire à la semaine d'avant. Ok, d'accord. Doute, ouais. Et fatigue ? Ouais, fatigue, plaisir et difficulté. Et fatigue, 8. Hein. Voilà. Ouais. On sent que la semaine a été marquante. Je m'en joue avec Mariette. Ok. Monsieur l'infirmier, alors, le supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. Belle semaine pour le Paris Belle Saint-Germain. semaine pour le PSG, belle semaine pour Mathieu ou pas ? Ouais, très belle. Ouais. Un petit peu toujours cette flémingite une fois dans la semaine. Là, vendredi, c'était compliqué d'y aller. Mais non, une belle semaine au niveau du plaisir 10. Hein. Toujours. Cool. Ouais, les séances sont bien. Ouais. Comme je dis souvent, c'est. 76 km cette semaine. Ouais, j'ai pas regardé. On va rentrer dans le détail. Après, vous irez sur YouTube, vous regarderez les comptes Strava de nos différents champions. Voilà, avec des séances variées, ça passe vite. Et au niveau de la fatigue, j'ai envie de te dire autour de 6-7, mais le boulot, c'était assez prenant cette semaine. J'ai vu, les nuits étaient dures, très dures. Pas trop les séances, je les ai bien encaissées. Okay. Même après le semi, ça allait nickel le lendemain, la récup et tout. Et le boulot, c'était compliqué. Plus, j'ai gardé mon fils un jour où j'avais bossé la nuit d'avant parce qu'il n'a pas été à l'école. Donc ça, c'était dur aussi. J'ai dû m'entraîner sans dormir en vrai. Donc c'est pour ça que vendredi, c'était compliqué. Okay. Et au niveau plaisir, fatigue et
Le troisième, difficulté difficulté, non. Franchement, il n'y a pas de souci. Toutes les séances, elles sont bien passées. Non, la difficulté, j'ai envie de te dire 2-3, ça passe bien. Ah bah c'est bon signe, c'est-à-dire que le calibrage est bon en fonction de vos objectifs. Ouais. Bon bah ça c'est parfait. Hélène, où est-ce que tu en es toi alors ? Donc, niveau de la fatigue, ça va. Je dirais 5 sur 10. Ouais. Après, je sens que les quadris, quand même, sont bien chargés. Ça tire quand même, là. Sinon, niveau difficulté, les séances sont passées, donc ça rassure un peu. Totalement, mais ça rassure. Mais voilà, le niveau de difficulté était quand même là, donc je dirais quand même 7. Et sinon, plaisir, 8. Ouais, je suis toujours très motivée. Et... Bon bah tant mieux, c'est le principal. Hélène qui nous a envoyé d'ailleurs une sortie longue avec une nuit très courte. Son fils avait envie de faire la fête le samedi soir, donc elle pourra nous raconter ça dans un instant. Ça va être sympa de raconter. Yodu, donne-moi tes notes sur 10, toi aussi, le champion de haut niveau. Alors, le plaisir, la fatigue, la difficulté. Moi, la fatigue, je dirais plutôt 7 sur 10. Hein. Ah, quand J'ai même. eu du mal à enchaîner après le semi. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a une semaine, on était quand même sur la ligne de départ du semi de Paris et derrière, on a enchaîné fort. Et donc, ouais, moi, j'ai fait 180 km cette semaine avec un gros week-end choc avec des séances assez costauds. Donc, ouais, un peu fatigué, mais après, c'est le but aussi, c'est de courir sur la fatigue. C'est pour ça que dimanche, ma sortie longue, j'ai fait 35 km avec de l'allure marathon et l'allure marathon, je l'ai trouvé assez difficile. Mais pour le coup, c'est normal parce que voilà, on est dans une période délicate, ouais. Je vais commencer par ton compte, Johan, parce que tu nous as donc sorti ta spécialité, ton week-end choc, en 5 étapes. Tu nous as fait une sortie à la Schwarzenegger, là. D'ailleurs, tu avais mis une belle photo, voilà, qu'on va pouvoir afficher sur YouTube. C'est moi. Hein. C'est toi, bah, ça se voit. C'est à la sortie de la douche à Bergerac. Passer le contrôle, ça. La voisine a flippé à Bergerac. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est Johan, il a fait des pompes et des squats. Toute ma garde-robe, j'ai dû la changer. Est-ce que tu peux nous le décrire, ce week-end choc, alors? Oui, donc l'idée c'était ça, en début de semaine ça a été plutôt de la récupération après le semi-marathon avec des footings, avec des 30-30, avec une VMA avec des 400, 12 x 400 pour tourner les jambes et progressivement on a commencé à remonter en charge à partir de jeudi. Et du coup, effectivement, la première séance, c'était un footing de 1 heure à 16 km/h. Donc, je suis allé un peu plus vite que les allures. Le lendemain, ça c'était le vendredi. Le lendemain, le samedi, une séance de côte, mais pas simplement des côtes. C'était une séance de côte et de renfort. Donc, ça veut dire des pompes et des squats plus des côtes. Donc, effectivement, là, ça a piqué un petit peu. Parce que sur la séance au total on a fait presque plus de 120 squats de mémoire, j'ai plus le chiffre exact mais un truc du genre. Le soir 10 km en 32-30 donc à 3,15 donc pareil histoire de générer de la fatigue, on est sur une espèce de pré-fatigue pour le lendemain. Donc là, on est de nouveau dans un bloc assez dur. Et le lendemain, dimanche matin, en plus, il faisait relativement froid par chez moi. Là, 35 km avec dedans un footing d'échauffement déjà assez long en pré-fatigue pour faire 10 km de pré-fatigue. Et derrière, enchaîner sans récupération avec 5 km allure marathon. 10 km de tempo au milieu pour un peu tamponner et générer de la fatigue et derrière être capable de recourir sur de l'allure marathon pendant 7 kills. Et effectivement, ça m'a fait une sortie de 35 bornes et j'avais vraiment mal aux cannes sur le dernier 7 km. Tu vois, là, j'étais sur des sensations qu'on retrouve clairement en fin de marathon. Je me revoyais au marathon de Valence avec les cannes explosées. Donc, je suis content d'être allé chercher ces sensations-là. Ça donne envie, hein, tout ça. Hein. Voilà. Quelle horreur, mon Dieu, ça là, me fatigue les allures. Ça. Ah ouais, les kilomètres, c'est fou. Le but, c'est de s'exploser les cannes, ouais. Bah ouais, c'est ça. Littéralement, voilà, tout simplement. Ouais. Si on rentre dans le détail, je vais afficher ton compte Mariette désormais. Est-ce que tu peux nous raconter ta semaine? Qu'est-ce qui t'a posé problème? Sur quelle séance t'as pris du plaisir? Est-ce que t'as aimé la sortie longue d'ailleurs de dimanche? Ouais, j'ai bien aimé la sortie longue d'hier. On avait des bonnes conditions. On a fait un petit tour dans Paris, on est descendu sur les quais de Seine. Ouais. C'était chouette, le parcours était chouette. Il y avait des blocs d'allure marathon que j'ai couru un petit peu trop vite. Je vais peut-être me faire fâcher. Tous les blocs, voilà. Tu les as courus trop vite? Ouais. Okay.
1, 2, 3, 4. Après, c'était des blocs courts, ouais, voilà. Les répétitions étaient quand même assez courtes. Ouais. Mais du coup, c'est bien passé et je trouve que ça passe vite quand on segmente comme ça la sortie. Et d'ailleurs, on pourra en reparler, je pense, avec sur la partie mentale, mais c'est important, je trouve, ça fait partie des bons conseils, ça c'est sûr. Fragmenter son marathon, segmenter son marathon, c'est mieux pour digérer la longue distance qui vous attend. Lucie, toi, ta semaine, alors ? Moi, c'était un peu dur. J'ai eu un peu le contre-coup du semi. J'ai eu vraiment du mal au début de semaine à reprendre. Voilà, c'est sûr. Et mentalement aussi ? Ouais, non, surtout physiquement, parce que j'étais sur un petit nuage pour le coup après mon semi, mais vraiment physiquement c'était dur, j'étais un petit peu malade. Donc j'ai pas trop respecté la prépa cette semaine. Okay. J'ai fait le nombre de kilomètres, mais voilà, j'ai pas fait les séances de vitesse par exemple. J'ai adapté, comme j'étais à la campagne, j'ai fait pas mal de dénivelé, donc c'est plutôt des séances tranquilles. C'était plutôt au plaisir alors. Ouais. Ok. La question qu'on se pose avec Lucie Yodu, elle est primo-marathonienne. Est-ce que ça y est, on fixe un objectif marathon, Lucie ? Est-ce que tu l'as en tête ? Comment tu définis tes allures ? Qu'est-ce que tu te dis toi déjà, Lucie, avant qu'on entende le coach ? C'est vrai que j'en ai même pas reparlé avec le coach. Parce que tu as fait 2 heures tout pile au semi, on le rappelle. Ouais. Mais il m'a quand même mis une allure spécifique marathon. Ok. Donc, qui a combien ? Eh ben, j'ai un doute. Ah ouais. Elle est un petit peu plus de 6, mais je ne l'ai pas. Elle est à 6,20, non ? 6,20. 6,20. Ou 6,10, il me semble. Ok. Ça fait quoi ? 4h20, 4h15 4h20, 4h30, non ? Ok. J'ai même pas calculé pour Ouais, non, mais t'as raison. Ne te projette pas jusque-là, t'inquiète pas. Mais là, tu finis la semaine, ça y est, t'es reparti de l'avant, là, t'étais motivé pour aller terminer ce bloc de préparation ? Ouais, ça va, j'étais contente de faire ma sortie longue hier, et ouais, ça va. Mathieu, alors mon grand. Bah écoute, je sais plus ce que j'ai fait cette semaine. Parce que toi aussi, la sortie longue a été intéressante. C'est la même qu'Hélène d'ailleurs, je crois. Vous avez fait la même. Ouais. Je crois qu'il a juste la récup. Je crois qu'il m'a dit ce matin, Flo, je crois que j'avais peut-être moins de récup entre les trucs, ou je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en gros, c'était pas tout à fait la même, juste sur la récup au niveau du bloc, c'était pareil. T'as respecté l'allure marathon qui était fixée ? Il m'avait mis 4,30, j'ai fait 4,25. Ok. Bon, j'étais bien. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, on n'était pas à 5 secondes près. Okay. Et non, elle est passée vite. Et bizarrement, c'est ce que je lui disais ce matin à Flo, j'ai trouvé que l'allure, la sortie de 20, j'ai fait 21 km comme la semaine dernière, et j'ai trouvé que c'était passé plus vite la séance que le semi. Ah ouais. C'est bizarrement, alors que j'ai couru plus longtemps. Bah il y a moins de souffrance peut-être aussi. Peut-être, ouais, sûrement. Et puis je sais pas, j'ai trouvé que c'est passé vite après le temps aussi, je sais pas. J'ai trouvé que ça passait vite. Après, j'ai fait des footings de récup. Et j'ai fait de l'allure aussi. J'ai fait 4 fois 2,5 mercredi sur 15 bornes. Et j'ai fait 17 bornes, je crois, vendredi. Mais je sais plus, c'était quoi. 10 fois 2 minutes. Ouais, voilà, c'est ça, Yohan. Ouais, 10 fois 2 minutes. Ouais. Et je vous invite à aller sur YouTube, voir la description Strava de la sortie longue de Mathieu. Nutrition plus hydratation, ça passe easy. Les années grecques et de Ronald, ça paye. Bah oui. Ça a travaillé l'estomac pendant des années, ça passe. L'estomac accepte tout. C'est ça la bonne nouvelle. Quoi. Tout est pas. Bon, Hélène, tu avais un peu la même sortie longue, avec une nuit courte, on l'a dit, parce que ton fils a fait des siennes, entre guillemets. Comment ça s'est passé alors ? Tu peux nous raconter ? Ouais, c'est ça. Au moins, c'est l'avantage, c'est que il m'a fait travailler la veille de course, puisque on sait qu'on dort jamais très bien la veille, peu et mal. Donc c'était parfait pour simuler la sortie avec les allures marathon. Donc on est parti avec peut-être 3h30 de sommeil en gros quoi. Donc après l'allure est passée, mais j'étais pas en aisance. Autant Mathieu c'est passé vraiment en crème, mais que moi c'est passé, mais ça tirait quand même sur les quadris quoi. J'étais pas à l'aise quoi. Tu reprends confiance petit à petit, ou tu es encore dans une période où tu te dis je sais pas vraiment sur quel objectif je vais partir ? Est-ce que tu as encore des doutes sur tout ça, Hélène ? Ouais, j'ai encore beaucoup de doutes. Là, c'est sûr, les séances sont passées, donc ça aide à reprendre un peu confiance. Mais non, je doute quand même, puisque quand je vois que ça passe, mais ça passe pas facilement. Donc je me dis, est-ce que je serais capable de tenir sur les 42, quoi. Est-ce que la distance vous fait peur, vous, les primo-marathoniennes ? Quand vous voyez que là, vous faites des sorties, ça y est, de 20, 21, vous avez fait le semi, là, vous avez enchaîné avec une sortie longue d'entraînement. Est-ce que vous commencez à vous dire,
42, ça va être long, quoi. Ouais, moi oui. Enfin, j'attends de voir le 30 là déjà. Le vrai test c'est dimanche. Ouais, ça va donner un bon test. Mais c'est ce que je me suis dit à la fin du semi. Je me suis dit là c'est que la moitié de la distance. Il faut le faire 2 fois. Ouais. Donc ça sera pas la même vitesse, hein, c'est sûr. Mais non, c'est sûr que ça fait peur. Quand on l'a jamais fait, moi je me dis toujours comment mon corps va réagir au bout d'un moment. Je sais pas. Il y a cette part d'inconnu, mais bon, on verra bien. Lucie. Ah ouais, c'est pareil. Moi, je m'en sens encore incapable. Là. Ce jour, je vois pas comment je vais faire ça. Mais bon, les sorties longues, en effet, la sortie de 30 km va nous rassurer là-dessus, je pense. Vous avez pris le temps de tester les ravitaillements, etc. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là? Non, pour l'instant, moi, très bien. Les gels, ça passe bien. Les gommes aussi, je teste un peu. Ouais. La boisson aussi? Boisson aussi, ouais. Lucie, toi aussi? Ouais, moi, je pense que je vais plutôt partir sur les gommes, du coup. Ça passe bien. Donc c'est encore en cours de test, je vais voir là sur la sortie de 30, mais ça passe bien. Hélène et Mathieu, vous avez plus d'expérience sur marathon, mais pareil, pas de problème de ce point de vue-là? Non, tout est passé, ouais. Après, si la distance, c'est toujours... ça fait toujours peur, même quand on l'a déjà fait. Ouais. Moi, je sais que l'année dernière, je t'avais déjà dit, au 35e, j'étais dans mon objectif jusqu'au 35e. Les 7 derniers, c'était un calvaire. C'est ça. Et c'est avec ça qui me fait... ça me fait peur, non? On verra bien. Je suis pas trop du genre à stresser, mais je me dis, bon, on va faire... J'espère que ça va passer en tout cas. On fait tout pour et j'espère que ça va passer. Vous mettez tout en œuvre, donc il n'y a pas de raison. Ouais, au mieux. Hélène, toi, tout va bien de ce point de vue-là, la nutrition notamment? La nutrition est pas encore finalisée, c'est comme Lucie. Je compte sur la sortie là de dimanche avec les 30 km pour vraiment vraiment retester une dernière fois non, mais retester à nouveau et voir ce qui passe. Mais je pense que je vais peut-être partir gomme, gel et surtout la boisson parce que la boisson passe bien. J'ai moins de mal donc. Bon, dans un instant, on attaque les conseils pour être armé mentalement à affronter un tel défi. J'ai juste 2 questions pour toi, Johan. La première, c'est déjà toi, est-ce que marathonien professionnel, la distance te fait encore peur après toutes ces années ou tu as une approche différente, toi? Ça y est, tu es habitué et tu crains plus ça, quoi. C'est pas la distance, c'est l'épreuve qui me fait le plus peur, tu vois, c'est l'effort, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer après le 30e, tu vois, t'as beau t'entraîner, faire la meilleure prépa du monde, tu sais pas comment tu vas réagir après 30 km, et c'est vrai que ça fait un peu flipper. Après, c'est pas tant la distance, parce que passer un marathon, j'ai fait 35 km hier à l'entraînement, c'est pas ça qui me fait peur, c'est vraiment l'allure et savoir comment mon corps va réagir au 30e, parce que c'est là où le marathon commence et c'est là où tu peux faire tu vois si t'es, on l'a vu avec Nico Navarro hier qui était au marathon de Barcelone, qui a été pris de nausées et de vomissements au 28e, alors que tu avais l'impression qu'au semi ou au 25 il était encore super bien et d'un seul coup le corps te rappelle. Donc effectivement, moi le stress, c'est de savoir, tu pars dans l'inconnu, même si tu fais la meilleure prépa du monde, tu as toujours cette appréhension, hein. Ouais. Et on salue Megdes Woldu qui a battu le record féminin français du marathon. Hein, bravo, 2h23-13. Chapeau à elle et on l'aura bientôt dans RMC Running. Et moi j'avais une question pour toi, Benoît, qui a une allure quand même relativement rapide. Ouais. Comment tu fractionnes, comment tu vas au niveau de la nutrition en fait et au niveau de l'hydratation, toi tu prévois quoi? Moi je pense faire un gel par demi-heure. Ouais. Et avoir une flasque grâce à mon chameau Nasser Bouani qui sera devant moi et qui je lui hurlerai dessus et il me donnera de l'eau régulièrement tous les 5 km, je pense. Et tu boiras l'eau du ravito ou pas? Non, je pense pas. Okay. Non, c'est compliqué les gobelets. C'est compliqué, ouais. Mais même, vous verrez, mais je trouve que même pour vous, c'est compliqué les gobelets. Servez-vous du meneur d'allure que vous aurez pour pouvoir comme ça vous transmettre les flasques. C'est beaucoup plus facile de boire à la flasque que de boire au gobelet. Parce que l'année dernière, ils donnaient des petites bouteilles, c'était pratique. Ah non, mais c'est sûr. Ça sera beaucoup mieux. J'avais juste une dernière question pour toi, Yodu, sur l'allure marathon, parce que là on a plein d'exemples différents. Mariette l'a fait un peu trop vite, sa sortie longue. Mathieu va aussi un peu plus vite. Hélène a un peu plus de mal à tenir les allures. Comment on se fixe ça? Moi aussi, sur mon cas perso, sur une sortie longue, je vais un peu plus vite que ce qui était prévu. Moi, j'avais une allure marathon qui était prévue au départ à 3,54, 3,55. Je suis plus à moins de 3,50. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute d'abord, on fait confiance au cardio, à ce genre de données, ou est-ce qu'on essaye quand même de respecter le plan au maximum?
non, il faut essayer de respecter le plan au maximum, sauf si vraiment tu sens que tu as de la marge. Je pense que dimanche, c'est la dernière sortie, c'est la séance test, on est à 3 semaines de l'événement, donc dimanche après-midi ou lundi matin quand on fera le débriefing, là on pourra vraiment se donner une allure et là il ne faudra plus à changer, c'est-à-dire que dimanche soir, voilà, vous savez à quelle vitesse vous allez partir parce que la dernière séance va vous donner les clés. Moi, c'est vraiment propre à chacun et là, il n'y a que vraiment ton ressenti d'athlète qui peut te dire si effectivement tu peux partir plus vite ou pas, tu vois. Dans ton cas, effectivement, c'est toi qui vas devoir jauger si oui ou non est-ce que tu es vraiment à l'aise de chez à l'aise pour pouvoir prendre des risques. Est-ce que le marathon de Paris aussi, avec son parcours un peu difficile, se prête à une prise de risque sur les 30 premiers kilomètres? Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir et il n'y a que l'athlète qui peut y répondre. Mais par contre, c'est sûr que si les allures, tu les maîtrises pas bien, effectivement, je pense qu'il faut peut-être revoir l'objectif à la baisse. Parce que si sur une allure marathon, 5 kills, tu as un peu le couteau sous la gorge, même si tu es en prépa, même si tu as les jambes un peu chargées, c'est quand même pas très bon signe, ouais. Ouais, voilà. Donc il faut se faire confiance aussi et savoir garder aussi une certaine mesure parce que tu l'as dit, le marathon de Paris est dur. Hein. Parce que oui, Lucie, quand on a fait 30, il en reste 12 kilomètres. Et pas les plus simples. Allez voir sur YouTube la tête qu'elle a fait. Pas les plus simples. Ah ouais. Bon, prenons des nouvelles du dernier membre de la team qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, Arnaud, notre breton, justement, lui aussi sortait d'un super semi. Comment s'est passée cette semaine d'entraînement? On l'écoute. Bonjour à tous, des petites nouvelles de Bretagne pour ma part. Alors, après ce super semi-marathon dont on a longuement parlé de la semaine dernière, la semaine était un petit peu plus cool pour commencer, avec voilà quand même 52 km dans les jambes qui se sont terminés avec 20 km samedi, la sortie longue de la semaine. Comme mes autres camarades, si j'ai bien suivi sur Strava. Donc voilà, des belles sensations, pas de douleur, plaisir toujours, 10 sur 10. Hâte de voir notre sortie de 30 km le week-end prochain. Mais en tout cas, toujours à fond. Alors pour la petite histoire, on a revu à la baisse mon objectif de temps avec Florian à 4h15 suite au semi-marathon, sachant que on pense que potentiellement en dessous de 4 heures ça pourrait le faire, mais on préfère être prudent, quitte à avoir une stratégie de course où on visera en fait au 30e kilomètre. Donc voilà, mais tout suit son cours pour le mieux, plaisir 10 sur 10, fatigue un petit peu, puis j'ai un petit peu la crève, donc ça aide pas, mais voilà, motivé toujours à 100% en tout cas, donc voilà. À très bientôt, salut, ciao. Ça, c'est le piège vis-à-vis du coach, Johan, c'est que quand tu fais un bon semi, lui, il devient ambitieux et t'es obligé de suivre. Oui. Quoi. C'est ça le problème. Exactement, ouais. Ça, c'est un peu le risque, ouais. C'est comme en début de saison, quand ton test VMA, il est trop bon. Tu sais qu'il va charger toute l'année, il faut peut-être, moi je calculais de le baisser un peu pour me dire vas-y, comme ça les séances elles paraissent faciles. Je suis sûr que c'est vrai. Si tu mets la barre là-haut direct, après t'es obligé d'assumer toute la saison. Hein. Ça va, Johan, ça a été le test? Oh non, c'était dur, hein, tu parles du tout. Comme ça, après, en total contrôle. En total contrôle et après tu montes progressivement et le coach il dit t'as vu les séances comment elles te font progresser. C'est content. Bon, bravo, c'est des petites stratégies comme ça. Tu pourras t'en servir à Pantin dans le club en début de saison, Mariette, comme ça. Je retiens. Ah ouais, ça c'est l'erreur à pas faire, hein, faut pas aller trop vite, ouais. Bon allez, on passe tout de suite à la séance. RMC. La séance. On a abordé de nombreux thèmes depuis le début de cet encadrement de nos champions pour le marathon de Paris. On a parlé des sorties longues, on a parlé du physique, la récupération, la nutrition. Parlons du mental, parce que là aussi, ça a une part prépondérante dans la réussite de votre objectif. Et on va accueillir un spécialiste en la matière. C'est Pierre Gauthier, coach mental, qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'affiche sur YouTube votre site coachingmental.fr. On peut voir certains athlètes de très haut niveau que vous accompagnez. Il y a beaucoup de tennisman. Je vois Christophe Galtier, ancien coach du PSG. Mathieu, et oui, voilà. Je vois Nolan Le Garec qui vient de remporter le tournoi Destination. Voilà un tableau de chasse prestigieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Pierre, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis venu au coaching mental. Je suis un ancien joueur de tennis, comme vous l'avez dit. Donc, j'ai découvert la prépa mentale. J'ai 52 ans quand j'avais à peu près une vingtaine d'années. Ensuite, je suis mon deuxième métier. Après ma carrière, j'ai arrêté assez jeune à 26 ans pour des blessures. Et à 26 ans, j'ai entraîné. J'étais d'abord entraîneur de tennis. Donc, j'ai entraîné. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de joueurs de tennis et que j'ai entraîné jusqu'au numéro 1 français de tennis, plusieurs numéros 1 français de tennis. Pendant une petite dizaine d'années, beaucoup en utilisant les techniques de prépa mentale, de coaching mental auxquelles je m'étais formé, avec lesquelles j'avais travaillé sur moi. Et puis après, ma passion a pris le dessus, mon troisième métier là, de préparateur mental, coach mental, parce que je voulais aller dans des domaines que je connaissais pas forcément. Donc, j'étais considéré comme un entraîneur qui utilisait des techniques de coaching et je suis devenu coach mental à l'âge de 35 ans à peu près. Puis ça fait 20 ans que je fais ça dans tous les domaines. Voilà, beaucoup d'expérience, pas forcément spécialisé sur le running, mais les conseils doivent se retrouver parce que on est face à une épreuve très difficile, notamment celle du marathon. C'est difficile à évaluer aussi, mais comment on voit l'importance du mental dans une performance sportive? Est-ce que vous arrivez à le quantifier, ça, avec vos différents athlètes que vous encadrez? Non, c'est très dur de le quantifier. Bien évidemment, les résultats qui vont sortir de ce que l'athlète a l'habitude de faire, donc ça montre une plus-value. Le seul domaine un peu où ça a été assez facile à quantifier, c'est quand j'ai beaucoup travaillé aussi avec des joueurs de poker, parce qu'en fait, c'est de la performance, donc c'est pas que des sportifs, contrairement à ce qu'on pense. Moi, j'ai aussi des musiciens, par exemple, des joueurs de poker, des joueurs d'e-sport, des chefs d'entreprise. Donc c'est de la performance. Et là, le poker, ils ont un truc qui est pas mal, c'est le retour sur investissement. Là, donc ça, ils le calculent. Donc du coup c'est assez facile, hein. Il y a un retour sur investissement qui est calculé chaque année et donc tu calcules le retour sur investissement avant d'avoir travaillé avec un préparateur mental et après, puis on voit des différences, quoi. Mais autrement dans le sport c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs, hein. C'est pas bien sûr. dire ça. Voilà, rien que tout à l'heure il y avait déjà 3 notes, fatigue, plaisir, douleur, etc. Donc il y a énormément de paramètres, quoi. Exactement. Johan, où tu places le mental dans une performance sportive sur marathon notamment, toi qui es un champion de haut niveau? Sur marathon et sur beaucoup de distances, c'est quand même un élément essentiel. On le voit, on en a quand même on en a quand même parlé assez souvent du mental, mais c'est vrai que tu peux pas faire de haut niveau, enfin tu peux pas faire de performance si jamais tu n'as pas le mental qui suit. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué de trouver les leviers, que ça soit dans la préparation, en amont, pour arriver suffisamment en confiance et pour perfer le jour J si mentalement t'as pas un peu tous les voyants ouverts. Donc effectivement, ouais, c'est super important et à haut niveau, le haut niveau se joue à des détails, et quelquefois, une fraction de seconde, une pensée parasite, suivant les distances. Tu vois, on en avait parlé beaucoup avec Gabriel Tual sur 800 mètres. 800 mètres, c'est une épreuve qui dure 1 minute 40. Là, si tu as la moindre pensée parasite, si tu prends pas la bonne décision au bon moment, si tu n'es pas prêt à telle ou telle chose, si tu l'as pas travaillé avant, tu laisses passer ta chance. Nous, sur marathon, à l'inverse, c'est essayer d'enlever toutes ces pensées parasites qu'on va avoir pendant 3 heures. C'est-à-dire que là, on est lâché. Effectivement, les 15 premières minutes, tout roule. Et puis, au bout d'un moment, on commence à avoir mal aux jambes, mal à la tête, mal au ventre. Tu vois, tu as plein de moments de down et puis des moments d'euphorie. Donc ça, il faut savoir les gérer sur la durée parce que c'est pareil pour tous les coureurs, hein, même pour ceux qui mettent 4 ou 5 heures, il y aura ces moments délicats à gérer et là c'est le mental qui doit prendre le pas sur les jambes quand on est au 30e kilomètre et que les jambes ne nous portent plus et que c'est la tête qui fait le reste, quoi. Quoi qu'il arrive, vous les aurez, hein, ces pensées parasites sur marathon, même si tout se passe bien, même si vous avez l'impression d'être sur un tapis roulant pendant 30 ou 35 km, il y a toujours des moments plus compliqués, on l'a tous vécu. Mathieu, j'imagine que tu l'as vécu, Hélène, toi aussi. Il y a toujours des moments comme ça dans la course où on se dit, oh là, mais comment je vais faire pour y arriver? Avant de parler qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je fais là et pourquoi je fais ça? Surtout, c'est ça la vraie question. Pierre, avant de parler du jour J, du jour de la course, parlons de la période qu'ils sont en train de traverser, qu'on est tous en train de traverser en ce moment. C'est cette période d'entraînement intense. Est-ce qu'il y a des clés comme ça pour rester motivé au quotidien? On voit que Lucie a fait un peu selon ses envies la dernière semaine parce qu'elle a adapté son entraînement. Cette notion de plaisir, elle est essentielle mentalement pour aller chercher de bonnes perfs même à l'entraînement? Oui, elle est essentielle, la notion de plaisir, mais moi je la travaille pas directement en fait. Ce que je me suis rendu compte avec mes athlètes, c'est que vous lancez la vidéo de la formation, c'est que en fait il y a beaucoup de points communs de ce que vous dites, hein. Par exemple les pensées parasites, je vous rassure, hein, soyez pas déprimés
de faire des marathons. Les pensées parasites, c'est tous les sports et tous les athlètes, hein, ça va être des pensées parasites différentes. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et la motivation, elle est fondamentale aussi. C'est-à-dire que moi, la notion de plaisir, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, généralement, je pense pas que vous faites ça parce que vous prenez pas de plaisir à courir. Je pense que le plaisir, il est là initialement. Vous avez commencé à courir et vous continuez parce que ça vous plaît. Par contre, cette notion de plaisir, elle peut venir se faire étouffer par plein d'autres choses. Le stress, la confiance, les doutes, les choses comme ça. La frustration de ne pas arriver au niveau auquel on pensait être, etc. Et là, la notion de plaisir, elle se fait un peu étouffer. Mais quand tous les autres aspects sont bien gérés, vous parliez justement de pensée parasite, hein, ce que vous dites, quand tous les autres aspects sont bien gérés, finalement, le plaisir, pour pratiquement tous les athlètes, il est là, à part quelques exceptions, mais c'est ultra rare. Moi, je connais très peu de jeunes, ou même d'adultes, hein, mais d'athlètes qui ont commencé une activité parce qu'ils ne l'aimaient pas. Hein. Donc la plupart du temps, on commence une activité, on la poursuit parce que ça nous plaît, quoi. Et après, suivant comment on gère les choses, là, ça peut devenir plus compliqué. Mais c'est là où la prépa mentale peut aider, quoi. Pierre, on va pas se mentir, certains ont postulé, d'autres sont arrivés là de force. Hein, parce que l'idée du projet, c'est que Mariette et Lucie, on a postulé pour elles, leurs proches ont postulé pour elles se sont retrouvées embarquées dans le truc sans rien demander. Ouais. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller quand même. Mais bon. Ça va. Mais du coup, c'est là où la motivation et la détermination d'objectif prend le relais. C'est-à-dire qu'ils soient forcés à venir courir avec vous, c'est une chose, mais si vous voulez, des sportifs professionnels, il faut bien comprendre que ce qu'on disait, c'est qu'ils commencent parce que ça leur fait plaisir. Généralement, quand ils commencent à jouer au tennis ou au foot quand ils sont petits, c'est qu'ils adorent ça. Ouais. Maintenant, quand c'est notre métier et qu'on le pratique depuis 15 ans à hauteur de entre 4 et 6 heures par jour, il y a quand même plein de jours où on se force, on doit un peu se forcer là. Hein. Donc bien évidemment, la motivation, elle doit être très bien travaillée pour que justement, elle vienne prendre le relais des athlètes qui sont forcés ou des jours un peu plus difficiles que les autres. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les jours qui sont compliqués, quand on se lève, qu'il fait pas beau, qu'on a déjà les jambes chargées, il faut se rappeler pourquoi on le fait ? C'est ça qui est important ? Ah bah bien sûr. Bien sûr, et donc pour s'en rappeler, il faut l'avoir travaillé en amont, c'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs très clairs, il faut que ça fasse du sens, pourquoi on fait tout ça, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Il y a de la motivation intrinsèque, il y a de la motivation extrinsèque, hein, donc qu'est-ce que ça va me permettre d'aller chercher le fait de gagner ou de finir le marathon de Paris ou de gagner tel tournoi. Donc bien évidemment, il y a tout ce qui est motivation intrinsèque, ça va être plutôt relié à la notion de plaisir, hein, le fait de pratiquer l'activité, rien que le fait de pratiquer l'activité nous plaît, mais il y a beaucoup, chez les sportifs de haut niveau, il y a beaucoup de motivation extrinsèque. Hein. Qu'est-ce que le fait de pratiquer cette activité va m'apporter ? De l'argent, de la reconnaissance, de la fierté. L'argent, donc bien évidemment, ça, il faut être très au clair là-dessus, pour que justement le jour où c'est plus dur, ou le jour où c'est plus dur, où là, j'entendais là tout à l'heure en vous écoutant parler, la barre des 30 km, des choses comme ça, bon ben voilà, à un moment donné, il faut que quelque chose prenne le relais, quoi. Et puis il y a l'accomplissement aussi à la fin. Ça, nous qui l'avons déjà fait, tu sais qu'à la fin, en fait, tu récoltes le fruit ou non de ce que tu as fait, et en vrai, ça donne une certaine fierté. Enfin, pour soi, pour l'estime de soi. T'as toujours ce truc de dire je l'ai fait, je suis allé au bout. Bah ouais. Même parfois quand t'as raté ton objectif. Oui, donc, mais d'avoir été au bout, je sais que moi, le premier que j'avais fait, je m'étais visé un temps, j'avais dépassé de 2 minutes, ou 2 ou 3 minutes, mais en fait, j'étais content de moi. Ouais. Et c'est vrai que pour l'estime de soi, c'est top, quoi. C'est quelque chose, les filles, Mariette et Lucie, qui vous obsède, vous y pensez tout le temps au marathon, vous arrivez à vous détacher. Là, vu que la date, l'échéance approche, vous l'avez tout le temps en tête. Comment ça se passe d'ailleurs, Lucie ? Non, je peux pas dire que ça m'obsède. Alors c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes discussions avec mes proches. Le sujet marathon revient parce que c'est le sujet du moment. Mais après, je peux pas dire que ça m'obsède pour l'instant. Je suis plus au fil de l'eau, je fais mes séances et puis j'attends de voir. Et toi, Mariette ? Moi, j'y pense vraiment beaucoup quand même, mais plutôt de façon positive. Enfin, c'est pas non plus un énorme stress. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logistique avec les séances et tout ça, donc forcément, on y pense beaucoup, mais c'est plutôt une bonne chose aussi. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, Pierre. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais stress d'entraînement et de compétition, d'ailleurs ? On peut avoir envie de réussir pour un accomplissement, mais il ne faut pas avoir envie de réussir pour faire plaisir aux autres et prouver aux autres qu'on est capable, hein, j'imagine. Non, moi je ne le formule pas en bon ou mauvais stress. Il y a un stress qui est bien géré ou un stress qui est mal géré, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, d'accord. Vraiment, on a tout le temps les cartes en main. C'est vrai que la sémantique Enfin, moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que c'est les modes de pensée, hein, comment on réfléchit par rapport au sujet. Et le fait de penser qu'il y aurait un mauvais stress nous fait un peu subir cet état-là, quoi. Alors qu'en fait, il y a vraiment une bonne gestion du stress ou une mauvaise gestion du stress, quoi. Et effectivement, la bonne gestion du stress, ça va être d'utiliser aussi la motivation et que ça nous fasse monter en performance, quoi. Les plus grands champions,
sont toujours plus forts quand il y a beaucoup d'enjeux. Donc le stress, au contraire, va permettre, le dépassement de soi va permettre beaucoup de choses quand il est bien utilisé, quoi. Quand il est mal utilisé, à contrario, il peut bloquer beaucoup de choses aussi, quoi. Dans l'équipe, on a Hélène qui avait un objectif très ambitieux, qui a fait 3h18 à Barcelone l'année dernière, qui vise 3h15 cette année, qui a eu un semi-marathon un peu compliqué, qui a eu un petit virus d'ailleurs la semaine du semi, et du coup le semi s'est pas passé comme elle l'a voulu. Hélène est avec nous, d'ailleurs, elle pourra le raconter mieux que moi. Hélène, tu es toujours dans cette phase, tu nous disais, encore un peu de questionnement sur l'objectif, comme ça après on va voir si Pierre peut t'aider avec quelques clés et quelques leviers. Ouais, c'est tout à fait ça, puisque l'objectif de base est de 3h15. Sauf que voilà, il y a la semaine du SMI, effectivement, qui s'est pas bien passée avec des séances où les allures n'ont pas été tenues et où le SMI non plus. Donc c'est vrai que là, les doutes sont vraiment, vraiment ancrés et j'ai du mal à rebondir et à me dire, si, le 3h15, il est atteignable, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre ? Nous, on essaye déjà, mais on n'a pas l'aspect mental, malheureusement, avec Yodu. Ouais, si, c'est vachement intéressant, hein. C'est exactement le cas pratique là, de tout ce que moi je rencontre tous les jours avec mes athlètes. L'objectif, le premier, alors, je vous disais tout à l'heure, je travaille sur les modes de pensée, c'est-à-dire comment on réfléchit par rapport à ces sujets. L'objectif, déjà, il est très mal abordé la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'un objectif, c'est soit on l'atteint et c'est bien, on a une forme de raisonnement binaire. C'est-à-dire que soit on l'atteint et c'est bien, soit on l'atteint pas et c'est la cata. Ce qui fait qu'un objectif ambitieux va venir nous foutre la pression et qu'on a tendance à diminuer l'objectif, soit à se retrouver dans des périodes de doute, là, comme vous disiez, j'ai oublié le prénom, pardon. Hélène, c'est Hélène. C'est passé un peu vite, là. Ouais. Hélène, voilà. Et donc, un objectif qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui doit vous permettre de progresser. Le but de la performance de très haut niveau, c'est de progresser en permanence et le plus vite possible. Mais un objectif, en aucun cas, on se le fixe. Alors, vous l'êtes fixé certainement avec des professionnels qui vous entourent, etc. Maintenant, il y a plein d'imprévus dans le sport de haut niveau. Là, vous parliez d'être un petit peu malade, etc. Donc forcément, ça peut venir perturber l'atteinte de l'objectif. Et dans ces cas-là, le problème qu'il y a, c'est que si on raisonne en termes de binaire, je l'atteins, c'est bien, je l'atteins pas, c'est la cata, du coup, ça vient tendre le système, quoi. Donc en fait, il faut comprendre qu'un objectif, vous voulez être fixé au début, très bien. Maintenant, il y a des impondérables et des imprévus, donc peut-être que vous ne l'atteindrez pas. Et si vous ne l'atteignez pas, est-ce que c'est vraiment la cata, quoi ? Le problème, il est là. C'est-à-dire que la plupart des athlètes raisonnent en termes de si je ne l'atteins pas, c'est catastrophique. Alors qu'en fait, quoi qu'il arrive, dans le processus que vous avez engendré avec cet objectif ambitieux, vous aurez beaucoup évolué et beaucoup progressé. Alors peut-être pas de chance, ok, vous aurez été malade cette année, mais de toute manière, ça vous servira pour le prochain marathon, quoi, et pour la prochaine fois, quoi. Donc, il y a vraiment une logique sur le sport de très haut niveau, où un objectif, ça doit être quelque chose qui tire vers le haut en permanence, et non pas qui vient tendre le système. Et il y a vraiment ce raisonnement binaire qui fait ça. Et du coup, après, il y a tout le travail sur la confiance. C'est que pareil, la confiance, elle est reliée directement à ça. C'est-à-dire qu'on croit que la confiance, c'est forcément, il faut réussir tout et tout le temps. Alors qu'en fait, le fait d'échouer, là, si par exemple, ça a été vraiment contrarié, puis que vous n'arrivez pas à tenir les temps et l'objectif que vous êtes fixé, il n'y a aucune raison de douter, en fait. Ça fait juste partie du jeu. Il n'y a pas un athlète de très haut niveau qui a tout gagné depuis qu'il a commencé. Ils sont passés tous par des échecs, par des trucs qui leur ont permis de réajuster leur préparation, de faire attention. Vous savez, vous parlez du rhume. Moi, je travaille avec des biathlètes de l'équipe de France. Ils ont une saison qui est très courte et ils sont en psychose du moindre petit truc, parce que forcément, ça fait tout foirer, quoi, toute la préparation. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et là, on se reconnaît dans le discours de Pierre, Yodu, parce que c'est ce que tu dis tout le temps, c'est l'échéance, l'objectif, la course, c'est la validation d'un bloc d'entraînement, en fait. Et même si l'objectif est raté, ça servira toujours pour la suite. Exactement, ouais, l'idée c'est la progression, il l'a très bien dit, c'est une continuité dans sa carrière, dans sa logique de progression, d'aller chercher, tu veux toujours battre des records perso, pousser tes limites et tout ça, c'est le but de la course à pied, c'est pour ça que on regarde uniquement le chrono et pas la place en course à pied, c'est le chrono qui fait foi, donc effectivement tu as cette tension vis-à-vis du chrono, mais par contre effectivement c'est pas parce que tu as loupé une étape ou que tu n'as pas validé quelque chose le jour J que malgré tout tu n'as pas progressé. Moi c'est ce que je dis toujours aux athlètes, je préfère te voir là, avoir fait une vraie prépa, que te voir blessé pendant 6 mois parce que tu as voulu mettre les charrues avant les bœufs, parce que tu as trop tiré sur la corde et qu'au final tu te retrouves à toujours repartir au point zéro. Là, si le marathon se passe mal, si la prépa s'est bien passée, si tu as progressé, tu as eu l'impression de progresser pendant 3 mois mais tu n'as pas validé le jour J ton chrono,
mais c'est pas grave. Tu sais que quand tu vas régénérer, que tu vas repartir, tu repartiras de toujours un peu plus haut. Et c'est de l'acquis. C'est dans le sac, c'est derrière et ça s'oublie pas. Alors que la blessure, là, c'est une autre galère. Donc, ne pas être en forme ou louper son marathon, c'est pas une fin en soi, ouais. Hélène, j'espère que tu écoutes tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est l'essentiel. À côté de moi, j'avais que des hochements de tête. Tout le monde était d'accord avec ce que disait Johan pour conclure ce que disait Pierre, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est avant tout du plaisir. On est là pour se faire plaisir à soi, de toute façon. Et quoi qu'il arrive, l'entraînement sera validé et c'est ça qui est important. Mathieu, toi, tu l'as déjà vécu, donc tu sais ce que c'est. Bah ouais. En plus, j'en parlais avec Flo ce matin de ça. Flo, le coach. Avec Flo, et justement, je lui disais, parce qu'il avait son 10K hier, en fait. Il n'avait pas réussi à Lille, faire. Il a eu un petit contretemps pendant la course et tout, mais je lui ai dit, après on en parlait un peu, et je lui ai dit, mais tout l'entraînement que tu as fait, déjà la perf que tu as fait, en relativisant, c'est quand même exceptionnel ce qu'il avait fait, et même s'il n'avait pas réussi, ça sert toujours pour la suite, en fait. On en discutait, et il m'a dit pareil pour toi pour le marathon. Je lui ai dit, moi personnellement, je me rends compte que je savais pas m'entraîner. T'avais pas de montre. Bien sûr, t'avais pas t'entraîner. Voilà, c'était nul en fait. Oui. Enfin, c'est pas que c'était nul, mais bon, voilà, c'était pas terrible. Et en fait, même si je réussis pas à faire l'objectif que je me suis fixé, je sais que j'ai progressé, moi. Voilà. Tu auras appris un cadre, une structure, c'est clair, gérer la montre. La montre, plein de choses. Parce que bon, non, c'est toujours enrichissant, en fait, la prépa. Et puis à la course, il y a plein d'impondérables qui peuvent survenir, mais on verra. Exactement, ouais. Parce que ça se trouve, on va se taper 90 km/h de vent, ou 2 degrés, de la neige, de la pluie. Ça y est, il va nous porter la poêle, celui-là. Non, mais et donc ça, c'est un impondérable, mais malgré tout, à l'arrivée, on fera peut-être pas des RP ou des choses comme ça, mais ça sera un pas de plus pour le marathon d'après ou pour l'échéance d'après, pour son plaisir et tout ça, ouais. Pierre, ce qui est intéressant d'aborder avec vous, c'est l'aspect pré-compétitif pour nous, parce que l'échéance va approcher. Là, on est à 26 jours aujourd'hui. On sait tous comment va se passer la dernière semaine. Le sommeil va se réduire. On va se dire, oh là là, ça y est, ça approche. Et puis arrive la dernière nuit. On veut plus y aller. Voilà, on veut plus y aller, forcément. On a récupéré le dossard et tout. On se dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Et puis on est au matin de la course. Et c'est là qu'on a besoin de vos conseils pour savoir comment on désacralise l'événement, comment on fait en sorte de partir au maximum de ses capacités en s'enlevant ce fameux stress et en profitant de l'événement aussi, d'être acteur de sa course. Ça, c'est important, Pierre. Oui, alors, il y a encore plein de choses. Déjà, attendez pas le matin de la course pour commencer à réfléchir à ça, préparer. C'est sûr. C'est sûr. Voilà, autrement, ça va être compliqué. Et puis, il y a plein de notions. Donc, il y a la notion qu'on vient de parler d'objectif, il y a la notion de confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas, finalement, à finir ce marathon dans les temps que je me suis fixé, etc. Et puis, il y a une autre notion aussi que vous abordez. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça, là, sur la notion de stress. Donc le bon, le mauvais. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un du plateau là qui disait moi, j'ai pas tendance à stresser. Mathieu, ouais. Voilà. Et en fait, au contraire, le travail que je fais avec mes athlètes, c'est si on change de paradigme et qu'on comprend que le stress est utile, il faut stresser. Il faut stresser, au contraire. C'est-à-dire que là aussi, j'entendais tout à l'heure. Les distances sont longues, là, apparemment il y a des paliers importants chez vous, etc. Donc si vous partez trop vite, ça peut être très dangereux. Enfin, très dangereux, tout est relatif. Mais par exemple, vous voyez, c'est un lapsus assez rigolo, parce que moi, j'ai effectivement des athlètes qui risquent leur vie, donc ça peut être réellement très dangereux au sens propre, quoi. Donc la peur, elle est fondamentale dans tout sport de haut niveau. Et vous, là, ça va être la capacité de finir dans les temps impartis, mais si vous partez trop vite à une allure trop rapide, etc., ça peut vous mettre dans le dur et ça peut être compliqué à finir. Donc au contraire, il faut être stressé dès maintenant. Et pour justement non mais c'est vrai et vous verrez que justement le sommeil se passera mieux quand vous vous rapprochez, parce qu'en fait ça sera une constante, et c'est important de ce stress, parce qu'il va vous permettre justement de tenir les entraînements, de bien les faire, de bien réfléchir à vos allures, de bien vous tenir au plan, etc. Peut-être vous allez vous sentir, alors j'entendais aussi le coach, alors là c'est après plus technique, c'est pas tellement pour moi, mais quand vous vous sentez, il a bien insisté là, à l'aise de chez à l'aise, quoi, donc mais autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrement, on part sur les temps qui sont décidés en amont, et c'est pas parce que on est un peu sur l'excitation qu'il faut partir plus vite, etc. Et ça, il y a que le stress qui va vous permettre ça. Et le stress va aussi vous permettre, justement, dans les moments où ça va être plus difficile,
d'aller dépasser un peu vos limites, quoi. Donc non, au contraire, le stress, il faut le laisser monter, il faut le laisser arriver. Vous savez, une fois, j'étais avec, juste, et je termine vite là-dessus, j'étais avec un joueur de poker, justement, je vous dis que je travaillais beaucoup, qui jouait le main event de Vegas pour 15 millions de dollars de gains. Donc ils étaient plus de 9, donc je vous laisse imaginer un peu l'enjeu sur chaque coup joué. Et la presse me disait comment vous avez fait depuis 3 mois que vous travaillez avec Sylvain pour lui enlever tout le stress. Et je dis mais c'est le contraire, ça fait 3 mois que je travaille pour qu'il soit très stressé demain. Vous vous rendez compte, vous avez des décisions fondamentales à prendre, il n'y a que le stress qui va vous permettre de réfléchir, de bien poser les choses, etc. Donc non, il faut stresser. Le truc, c'est qu'il faut bien le gérer. Voilà, c'est apprendre à le gérer peut-être, parce que le stress peut être là, ça devient obsédant. Johan, après toutes ces années d'expérience, tu as encore le stress, toi, au départ d'une course, d'un marathon ? Non, mais c'est obligé. Il l'a très bien dit. Le stress. Si t'as pas de stress, t'es pas dedans. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que si tu stresses pas, c'est que t'es pas dans ton truc. T'es pas là pour aller faire une compétition. T'es pas là pour aller faire un RP. T'es pas là pour te faire mal. Normalement, voilà, si t'as cet esprit de compétiteur, t'as forcément ce stress qui va t'accompagner. Donc oui. Alors après, voilà, c'est juste une histoire de gestion. Moi, voilà, j'ai déjà couru 7 marathons. Donc effectivement, le stress pré-compétitif d'avant, de la semaine avant, de savoir comment je gère ma dernière semaine sur l'alimentation, sur la logistique et tout. Ça, tu stresses sur les 2 premiers marathons et après, ça roule. Une fois que tu as tes habitudes, tu les connais, tu sais ce qui te correspond et ça, faut plus les changer. Mais par contre, avoir envie de se faire mal, avoir peur aussi, c'est pour ça que le marathon il est si mythique, c'est parce qu'il fait peur. Mais justement, le fait de faire peur, on reste hyper attentif au truc et c'est là où on peut battre ses records. Moi, je sais que le jour où je suis arrivé sur des compétitions et où j'avais pas de stress, où j'arrivais comme ça en claquette, bah tu te fais rouler dessus parce que là on est dans un sport de haut niveau où on est dans un sport compliqué et effectivement, tu es obligé à un moment donné quand même d'avoir cette appréhension et ce stress, mais que, comme il l'a très bien dit, que tu arrives à transformer en positif. Ouais. Faut pas que ça tétanise, quoi. C'est ça. Surtout ça. Non, c'est ça, faut pas que ça tétanise, il faut que ça te booste. Si t'as pas de stress, tu peux pas dépasser tes limites et aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Mais l'adrénaline dans tout ça, tu dirais que c'est du stress ou pas, toi, Johan ? Parce que tu sais, quand tu pars, t'as l'adrénaline de partir, ce qui fait que souvent on part trop vite. Toujours. Ouais, alors après nous, sur la distance du marathon, l'adrénaline, c'est la descente des champs, pardon. Et après, une fois que tu arrives au bout de 2-3 bornes, déjà, il n'y a plus trop de spectateurs. L'ambiance, ça s'est un peu calmé. Il n'y a plus qu'une fanfare rue de Rivoli et là, tu es tranquille. Tu vois. Donc, c'est pas un 100 mètres devant 80 000 personnes où ça dure 9 secondes, 5. Donc, voilà, il faut juste gérer cette adrénaline-là et faire redescendre la pression. Mais ça, l'entraînement te le permet. Il faut le travailler aussi. Tu vois, sur tes entraînements, bah, peut-être sur une des sorties marathon, pourquoi pas simuler peut-être un départ rapide et derrière, clac, je me cale sur l'allure et je fais redescendre le cardio, je souffle et je me remets sur la bonne allure pour simuler justement ce départ. C'est vrai que la descente des champs, c'est tout le temps un peu un folklore et vous allez voir, t'es amené par le groupe, par l'effet de meute, l'effet de groupe, le stress, comme tu l'as dit, l'adrénaline. Mais je te dis, une fois que tu as tourné à Concorde, après, tu es un peu plus tranquille. Hein. Alors justement, tu vas nous donner les conseils après, Johan, pour la gestion de course. On avait commencé à en parler au début d'épisode avec Mariette. Est-ce qu'on segmente comme ça dans sa tête des portions de 10 ou de 5 km parce que ça peut paraître plus court. On a des chronos de référence et on peut se fixer par rapport à ça. C'est intéressant parce que là, Hélène vient de m'envoyer un message, donc on discute en même temps. Hélène qui est connectée avec nous. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là intéressant à aborder avec vous, Pierre, c'est que nous, on leur a offert une opportunité à tous, aux 5 qu'on encadre, c'est-à-dire qu'on les met en avant dans une aventure qui est plutôt individuelle au départ. Nous, on les expose parce qu'ils sont toutes les semaines dans RMC Running, un podcast qui est très écouté. Ils ont été dotés, nous, on leur a amené un coach avec de l'équipement et tout. Ça rajoute un stress supplémentaire. C'est ce qu'Hélène, tu me disais par message. Là, tu me disais, il y a ce côté-là aussi, c'est que moi, j'ai peur de vous décevoir, alors que nous, on ne serait pas du tout déçus pour vous, on est ravis de vous accompagner. Mais ça te rajoute un stress supplémentaire, ce côté-là, cet aspect-là. Ouais, c'est exactement ça en fait. Vous nous mettez tellement dans de bonnes conditions que il y a un peu cette pression de pas vouloir échouer par rapport à ça, quoi.
Après, là, Pierre, il faut se déculpabiliser, parce que nous, on est ravis de vous accompagner. On espère que vous ferez le meilleur chrono possible, mais nous, on n'a aucune exigence envers vous. On peut le prendre dans l'autre sens aussi. Enfin, moi, je le prends dans l'autre sens. C'est-à-dire ? Ça me met pas la pression, en fait. Au contraire, je me dis que ça te galvanise, toi. Bah ouais. Plus tout est fait pour que je puisse arriver à mes fins, en fait. Ouais. Je le vois dans ce sens-là. Je me dis pas, je vais décevoir. Tout l'accompagnement qu'il y a autour, en fait, je me dis que non, tout ce qu'il y a autour est fait que pour nous accompagner dans les meilleures conditions. Donc, je vois sur le plan positif, quoi. Pierre, c'est intéressant, ces deux approches différentes avec des objectifs qui se ressemblent d'ailleurs entre Mathieu et Hélène. Tout à fait. En fait, il y a deux choses dans ce que vous décrivez. Il y a donc la gestion de la peur, là, du stress, la pression, l'adrénaline, tout ce que vous avez décrit, etc. Et ensuite, alors, moi je travaille comme ça, il y a une petite confusion, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous entendez, vous dites peur de décevoir ou peur d'échouer. Et en fait, là, alors, il y a le mot peur dans cette phrase-là, donc bien évidemment, tout de suite, ça fait référence à la peur et donc à l'émotion. Alors qu'en fait, ce qui prédomine dans cette phrase, c'est la notion de résultat. Je ne sais pas si vous l'entendez, peur de décevoir ou peur d'échouer. Ouais. Et en fait, dès que c'est lié à un résultat, c'est plus quelque chose qui va être travaillé par rapport à la confiance en soi. Donc ça donne une sensation de stress, cette peur d'échouer ou cette peur de décevoir. Mais en fait, il faut l'aborder en comprenant les notions de confiance. Le problème qu'on a sur la confiance, c'est qu'on est convaincu que la confiance, elle dépend d'un résultat. C'est-à-dire qu'on est persuadé que la confiance, elle se développe en gagnant ou en réussissant. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut désamorcer ça en amont. Le sport de très haut niveau, c'est pas quelqu'un qui gagne tout le temps. C'est pas possible, ça n'existe pas. Le sport de très haut niveau, c'est quelqu'un qui perd, qui rate, qui échoue, qui arrive pas et qui est capable d'apprendre de ça. Ça veut dire qu'en amont, il faut être hyper à l'aise. Les athlètes qui ont très confiance en eux, c'est des athlètes qui sont complètement OK avec le fait qu'ils peuvent échouer et qu'ils peuvent rater. Donc si vous avez réglé ça en amont, il n'y a plus personne qui peut vous mettre la pression, puisque c'est OK. Vous voyez, c'est-à-dire que OK, tu peux me donner des baskets, tu peux me donner un truc et tout ça, mais moi je sais qu'à partir du moment où je tente quelque chose, il est fort probable que ça m'arrive d'échouer assez régulièrement et que ça fait juste partie du jeu. Donc une fois que moi j'ai résolu ça chez moi, vous voyez, c'est pareil quand on parle du regard des autres, je ne sais pas si vous voyez le lien. Quand on parle du regard des autres, les autres, ils n'ont aucun pouvoir dans les yeux pour mettre mal à l'aise quelqu'un. Les autres n'ont le pouvoir que vous voulez, que le seul pouvoir que vous voulez bien leur donner. C'est-à-dire que si vous êtes mal à l'aise avec le fait de ne pas être bon ou de ne pas être à la hauteur, là, les autres ont beaucoup de pouvoir sur vous. Mais si vous avez complètement résolu le truc et que vous êtes hyper à l'aise avec le fait que vous avez le droit de rater, les gens, ils peuvent vous regarder de la façon qu'ils veulent, il ne se passera rien du tout. Ok. Non, j'allais vous dire, en fait, c'est que là, en fait, entre guillemets, c'est un peu plus médiatisé que si j'avais échoué tout seul, en fait. C'est ça aussi la différence. Là, ce que vous dites, en fait, c'est que... Enfin, il y a... Ouais. Non, c'est le même processus en fait. La seule chose qui change, la seule variable, c'est le nombre de personnes. Mais le processus, c'est le même. Le processus, ça part de toi. C'est soit tu résous ça pour toi, c'est-à-dire que tu comprends que tu as le droit de rater, que tu as le droit de ne pas y arriver, etc. Et c'est une notion qui est dure, parce que des fois, je vous disais, moi, je travaille avec des athlètes qui risquent leur vie, littéralement. Donc, quand on leur parle d'échouer, mais malheureusement, pour être complètement libre de jouer complètement, il faut avoir résolu ça en amont, c'est-à-dire y compris quand on risque sa vie. Il n'y a personne qui peut être à son meilleur niveau. On parle d'état optimal de performance. Il n'y a personne qui peut rentrer dans son état optimal de performance s'il n'a pas compris qu'il avait le droit de rater, y compris si c'est sa vie. Oui. C'est un truc qui agite les nerfs, ça. Mathieu, on te promet quelque chose, on ne titrera pas l'épisode Mathieu a raté son marathon si jamais ça se passe pas. Non, on te fera dire allez l'OM, Mathieu. Voilà, juste ça, un maillot de l'OM. Un maillot de l'OM floqué Rabiot. Sur les épaules. Apporté pendant une semaine. Voilà, exactement. Juste, Lucie, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Tu as dit qu'on t'en parlait beaucoup dans ton entourage. Je sais que ton compagnon qu'on connaît aussi t'en parle pas mal. Il y a ta famille, ta belle famille. Quand on t'en parle comme ça te met du stress, toi, ou non? Tu arrives à te détacher de tout ça? Non, ça me rajoute pas de stress. Moi, j'ai tendance à me mettre du stress toute seule. Toute seule, ouais, ok. Mais du coup, c'est pas du tout mon entourage qui va me mettre du stress. Non, non. Pareil pour toi, Mariette, toi, c'est ton frère qui est très sportif qui t'a mis là-dedans, dans cette aventure. Donc, il est à fond dans tout ça, dans tout ce qui t'arrive. Ça te rajoute un stress, un poids sur les épaules, ou non, tu le vis pas comme ça non plus? Non, je pense pareil. Moi, je le vois surtout comme de la motivation. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça nous a vachement aidé à être... moi, j'ai été hyper assidue, par exemple, dans les entraînements jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'avec tout ce qui est mis en place là pour nous, ça donne vachement envie. Pour le coup, ça motive.
Alors oui, quand même, je pense qu'il y a une petite pression quand même, mais pareil, on va essayer de l'aborder positivement et en tout cas, je suis hyper d'accord avec ce qu'on se disait au début sur les objectifs. C'est vrai que c'est un peu dur le fait de se dire on a un objectif principal, c'est juste le temps qu'on va mettre et si on n'y arrive pas, on n'aura pas réussi. Je pense que faut pas du tout le voir comme ça. Enfin, tout le process qu'on est en train de faire, c'est déjà... Les courses en amont aussi, ça nous a aidé. Ouais, aussi. Ça, mais tu vois, sur ce que tu dis, la preuve par l'exemple, parce que Johan, qui lui, c'est son quotidien, c'est sa vie, son métier de faire des courses comme ça, de réaliser des objectifs. Johan, quand tu pars sur une course, tu as toujours un plan A, un plan B, un plan C. C'est-à-dire que tu as le plan où tout se passe bien et tu sais le chrono que tu vises, et puis tu te fixes aussi des chronos qui peuvent être un peu en dessous, non ? T'es pas sur un chrono butoir, quoi. Toujours, ouais. Toujours, il faut partir avec une stratégie de course. J'en parle souvent. Tu as ta stratégie de nutrition le jour J, mais tu as aussi ta stratégie de course avec des temps de passage et surtout que faire en cas si tu es moins bien, si tu pars trop vite, si tu pars pas assez vite, si vraiment au 25e, t'es rincé, ruiné. Est-ce que tu vas au bout, tu vois ? Est-ce que y a un intérêt à terminer un marathon sur les rotules et à hypothéquer 6 mois de saison supplémentaire ? Parce qu'effectivement, nous, à haut niveau, des marathons, on sait qu'on peut en courir que deux par an, maximum, 2-3. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si au 30e, tu vois, ça, c'est une discussion qu'on a souvent avec mon entraîneur, de savoir est-ce que si au 30e, t'es rincé et que, est-ce que ça vaut le coup de terminer un marathon pour terminer en 2h20 et que derrière, ça va te demander 2 mois de récupération, que tu vas te choper une tendinite parce que t'as couru de façon bizarre, alors que tu as des objectifs qui s'enchaînent, tu vois, qui arrivent. Donc effectivement, c'est pour ça que nous, on ne se donne pas le droit d'abandonner, mais tu as toujours une petite porte de sortie. Alors c'est le plan C, tu vois, c'est la dernière porte de sortie quand il y a rien qui va et à un moment donné, tu dis basta, celui-là on l'oublie, on récupère et dans 1 ou 2 mois, on repart sur un nouvel objectif. Vous, c'est pas forcément votre cas parce que voilà, vous avez pas des sponsors, vous avez pas des partenaires qui vont vous demander une logique de résultat et de performance avec derrière des chronos à réaliser dans la saison. Vous, c'est pour vous que vous le faites et donc vous, c'est pareil, trouver son plan A, plan B, plan C et peut-être que le plan C, c'est juste être finisher de ce marathon et se dire j'ai eu la fierté de le terminer en galérant, mais voilà, j'ai ma médaille, je suis allé chercher des ressources que je pensais pas être capable d'avoir pour justement trouver cette motivation au 35e alors que j'étais cuit, j'ai réussi à me relancer. Tu vois, il y a toujours quelque chose à aller chercher sur un marathon et ça c'est vrai mais il faut le préparer en amont. Ouais. Il faut savoir sa stratégie et quel plan je me donne. Ouais. Je remercie juste Pierre. Pierre, je sais que votre temps est précieux. Peut-être une remarque sur ce qui a été dit par Johan, et puis après on pourra vous laisser filer comme ça. Non, mais il a parfaitement raison. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est important, encore une fois, de démarrer en étant très au clair sur le plan, quoi. Donc, très bien, OK avec ce qu'il a dit. Ouais, voilà. Donc là-dessus, vous étiez d'accord sur l'athlète de haut niveau qui donne sa vision des choses. Merci Pierre d'avoir été avec nous pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous venir comme vous voulez dans RMC Running pour donner des clés mentales pour réussir un objectif. Johan, on peut juste conclure sur le sujet avec toi, sur la façon dont on aborde la course et cette stratégie de segment. Est-ce que tu l'utilises, toi, Johan ? Est-ce que tu fais ça ? Est-ce que tu divises ton marathon en blocs de 5 km, de 10 km, comment tu fonctionnes toi, Yodu ? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, en bloc. Sur les temps de passage, moi, je regarde mes temps de passage quasiment soit tous les 3, soit tous les 5 km pour vraiment m'assurer que je suis dans les allures. Je regarde pas les temps de passage du lap de la montre, je regarde vraiment par rapport au marquage du sol, puisqu'on sait très bien que les montres, suivant les virages que tu prends, suivant si tu passes en forêt, elles peuvent perdre plus ou moins le GPS. Et d'autant plus à Paris, il faut faire attention quand on va prendre les quais de Seine, il y a beaucoup de tunnels. Et là, quand vous sortez, je me rappelle en 2021, j'avais 1 kilo en 2,45 au 28e. Or, c'était impossible. C'est juste que j'avais pris le tunnel des Tuileries et qu'il fait 600 mètres de long et que le GPS avait bugué. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les temps de passage par rapport au
au marquage et au sol. Et donc moi je découpe comme ça effectivement tous les 5 pour regarder un peu mes temps de passage. Et sur la course, d'un point de vue mental, je me la découpe en 4, 4 fois 10 km, et puis après les 2 derniers c'est la pièce pour la maison, hein. c'est pour le patron. Du coup en 4 fois 10, c'est effectivement la première partie dans Paris, celle qui t'amène jusqu'au bois de Vincennes, où là faut essayer d'être le plus relâché possible, de pas partir trop vite, de pas partir en sur-régime, de pas non plus louper les ravitaux du 5 et du 10 qui à mon sens sont quand même ultra importants. Après tu as toujours la partie bois de Vincennes où là tu es un peu plus tranquille, où tu fais retomber un peu la pression, et là déjà là tu es capable de dire comment va se passer ton marathon du 10 au 20. Généralement tu commences à avoir des petites alertes si jamais ça va mal se passer. Si au 20e là, quand tu redescends après Porte de Charenton là, si tu es encore bien au semi, c'est parfait. Et après le marathon commence pour moi vraiment à ce niveau-là. Et après voilà, du 20 au 30 c'est pareil, là c'est la partie délicate de Paris, là c'est les quais de Seine pendant 10 bornes. Donc ceux-là je les appréhende vraiment. Pour moi c'est ces kilos-là qui me font vraiment le plus peur. Et c'est ceux où j'ai le souvenir moi de 2021 où j'avais fait Paris, par rapport à 2015 ou 2017 où j'avais également fait Paris, où 2021 j'étais super bien à la sortie de ces quais de Seine, et c'est là où je me suis dit que j'allais faire un chrono de dingue comparé à 2015 ou peut-être où il m'avait un peu entamé. Donc là faut être focus sur ces sensations, faut être focus sur les ravitaux, il faut peut-être faire attention dans les bosses à pas vouloir trop en rajouter pour maintenir l'allure. Il vaut mieux peut-être perdre 2-3 secondes parce qu'il y a quelques bosses quand même en sortie de tunnel. Et puis après la fin du parcours, hein, c'est le bois de Boulogne et le retour dans Paris. Et puis là c'est plus avec la tête qu'avec les jambes. Et là il faut juste essayer de se motiver et de se faire mal le plus possible. Ouais. Est-ce que vous avez une question pour Johan sur l'aspect mental? Toute la bande, Mariette, Lucie, Hélène, Mathieu. J'avais une question tout à l'heure. Tu disais quand tu avais abandonné, comment mentalement tu t'es remis tout de suite, parce que tu avais abandonné à Valence, il me semble, à mon souvenir, tu voulais te qualifier pour les JO, c'est ça? Ouais. Et après, mentalement, comment tu as enchaîné, comment tu as basculé en disant je vais pas faire les JO, mais parce que on a à peu près le même âge, Johan, et t'es si vieux que ça, Mathieu? 32, c'est ça? Oui, c'est mais ça, tu sais, en fait, tu te dis peut-être je suis en fin de carrière. Enfin, je te dis pas ça pour toi parce que t'es quand même encore très très fort, mais tu vois, tu te dis t'es sur la fin, comment je vais enchaîner? Enfin, mentalement, je me dis ça a dû être dur. Moi, je t'écoutais sur RMC Running, je me dis ça a dû être dur quand même de réussir à te remotiver, te remobiliser, et te dire allez, j'enchaîne et je vais essayer d'aller chercher d'autres objectifs, comme tu as dit, qui sont plus au niveau chrono que mais on l'avait accepté, tu vois. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose que j'avais anticipé et accepté. Et c'était un plan, c'était le plan C. Certes, c'était la dernière des choses à faire, mais effectivement, l'idée, c'était que si j'étais pas sur les bases, parce que voilà, je revenais de blessure, que j'avais fait 2 mois et demi de prépa, mais je sentais que c'était peut-être pas suffisant et qu'il en manquait, que se dire que si jamais j'étais pas dans un bon jour non plus, que on abandonnait et on partait sur un objectif du coup j'abandonnais au 25e avant que ça soit trop compliqué, et que derrière on partait sur le marathon de Séville. Alors malheureusement je m'étais fait mal, j'avais voulu pousser jusqu'au 30e en me disant au moins ça fera une bonne sortie longue, et je m'étais fait mal au mollet et j'avais perdu du temps derrière, j'avais perdu 3 semaines parce qu'en fait je m'étais claqué le mollet au 27e. Mais ouais, c'est quelque chose que j'avais prévu et anticipé et accepté, tu vois. J'avais accepté l'idée de perdre et l'idée de me dire c'est pas grave, de toute manière c'était un coup de poker en 2 mois et demi, c'est compliqué de revenir à 200%. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tu pars sur un autre marathon. Et après se remobiliser après les Jeux, c'était simplement de me dire voilà, moi c'est ce que je kiffe, moi je kiffe courir, c'est mon plaisir, c'est ma passion, et j'ai la chance de faire encore des chronos qui sont corrects et d'en vivre. Donc du coup c'est ça qui me motive. Pas trop mal, ouais. C'est pas mal. T'as battu ton RP sur semi après. Non mais tu sais, je me demandais. C'est intéressant. Ouais. Tiens, il nous reste quelques secondes pour que tu puisses répondre à une question. On a énormément de questions, d'ailleurs, continue à les poser sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur l'adresse mail podcast@rmcrunning@gmail.com. On va écouter une question de Jérôme. Pour toi, Yodu, il faut que tu l'aides sur une problématique. Écoute. Bonjour. Aurais-tu un conseil pour éviter de choper des ampoules lors d'un marathon? J'ai déjà acheté les chaussures confortables, les chaussettes anti-frottement,
si t'as un truc. Merci. Est-ce que t'as un truc, Yodu? Bah, j'ai un truc, je sais pas, mais après c'est vrai que c'est propre à chacun. Ça, c'est vrai que c'est une problématique pour quelques coureurs. Je pense que déjà il faut faire de la prévention, c'est-à-dire que c'est pas uniquement acheter des bonnes chaussures et des bonnes chaussettes. Il faut aussi avoir les pieds capables d'accepter 42 km. Donc pour ça, c'est peut-être aller voir un pédicure ou un podologue pour qu'il travaille les pieds, qu'il enlève les cornes, qu'il nettoie un peu et qu'il vous dise s'il y a des fragilités sur une peau peut-être un peu faible. Et dans ces cas-là, moi ce que j'avais fait sur mes premiers marathons, parce que j'en avais un peu peur et que tout le monde m'avait fait un peu peur avec ces histoires d'ampoules, c'est que j'avais tanné mes pieds. Les 3 dernières semaines, il y a des produits qui existent où on peut tanner les pieds et faire en sorte que ton pied, ta corne, elle devient un peu plus dure et un peu plus souple aussi et qu'il y ait moins de problématiques. Après, voilà, si c'est à l'arrière du pied qu'il a des ampoules récurrentes, peut-être mettre les pansements anti-ampoules à l'arrière pour éviter les frottements, des pansements comme ça un peu préventifs. Ouais, exactement, les compides. Mais voilà, après le plus important c'est quand même les chaussettes, hein. Il y a les chaussures, mais c'est surtout les chaussettes qui doivent être vraiment bien choisies. Le lassage est important aussi, il faut être bien dans sa chaussure, mais pas trop serré, pas comprimé, mais pas justement mal chaussé et créer ce frottement aussi, hein. Tu vois, l'ampoule, elle peut venir d'une chaussure qui bouge et qui frotte à l'arrière du pied. Donc effectivement, le lassage sera important. Mais quand même, tanner ses pieds en amont pendant 3 semaines avant le marathon, aller voir un pédicure, podologue pour qu'il vous enlève les peaux mortes et vous nettoie les ongles et faire en sorte de ne pas avoir d'ongles qui peuvent vous abîmer la peau, c'est ce qu'il faut faire pour prévenir ce genre de problème. Ouais. Et il faut être vigilant parce qu'une mauvaise ampoule, ça peut vous gâcher votre marathon. Ça peut vous faire mal, ouais. Tiens, Hélène avait une question pour toi, Yodu, d'ailleurs, sur le thème du jour, sur le mental, pendant le marathon, pendant la course, Hélène. Ouais, parce que on a vu qu'il y avait des hauts et il y avait des bas. Et je voulais savoir comment toi tu gérais, voilà, quand tu avais un petit coup de mou où l'esprit avait décroché un peu, comment tu faisais pour repartir et te remobiliser? Ouais, j'essaye, quand justement j'ai ces pensées-là un peu parasites, je me concentre sur autre chose. Je me rappelle en 2021 m'être vachement justement sur ces quais de Seine au moment entre le 20 et le 30e, je me disais il faut que je sois ultra focus et j'étais concentré sur la Tour Eiffel. Tu vois, je la voyais au bout et tu sais que c'est à Trocadéro que tu repars à Boulogne et je me suis dit il faut que cette Tour Eiffel tu l'atteignes dans la meilleure façon possible et je la regardais. Il y a eu des années où je regarde le short du mec devant moi et pendant 1 kilomètre je regarde que son short. Je suis concentré sur son... Mais tu rigoles, mais de te concentrer l'esprit sur un autre truc, c'est fou. Je te jure, je me suis concentré sur le short pendant 1 kill. Je regardais son short, il a dû se dire il mate le boule lui, j'étais sur le short du mec de devant moi. Pendant 1 kill, les pensées, après j'y pensais plus et je me suis un peu refait comme ça. Mais effectivement, faut les éliminer ces pensées parasites et pour les éliminer, il faut amener l'esprit sur autre chose. Alors moi je l'avais amené sur la Tour Eiffel, je te dis du 20 au 30, je l'ai amené sur le short du mec devant moi. Il était de quelle couleur le short, Johan? Il était noir. Noir et je peux tout te dire ce qu'il y avait écrit sur le short et du coup ouais effectivement faut juste amener ton esprit sur un autre truc pour que d'un seul coup tes pensées parasites elles viennent plus parasiter le truc et derrière après tu vas pouvoir repartir mais ouais il faut amener l'esprit sur autre chose, ouais. Sachez donc, que concentrez-vous sur quelque chose, ouais. La phrase il mate le boule sera isolée et utilisée pour les productions sonores pour RMC Running. Rassurez-vous, vous y aurez droit quasiment toutes les semaines. Non, mais c'était très intéressant comme question en tout cas. Merci Hélène. Et il me reste à tous vous remercier parce que ça y est, il y a une grosse semaine d'entraînement qui vous attend, une sortie de 30 km dimanche. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Nous on est fiers de vous quoi qu'il arrive, donc voilà, continuez à vous entraîner sérieusement. Merci Lucie, merci Mariette, merci Mathieu, un grand merci à Hélène, on pense à Arnaud aussi. Régalez-vous dans l'entraînement. Merci Maître Yodu, continue de nous faire rêver toi aussi sur Strava, hein, parce que là t'envoies des grosses semaines, donc bravo. Et puis toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.